Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de Santé Max. Ce soir, nous parlons d'une maladie qui touche beaucoup de femmes. Plus de 14 000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés chaque année chez nous en Algérie. D'ailleurs, si octobre se teinte de rose, c'est pour nous rappeler l'importance de la prévention, un maillon essentiel pour lutter contre cette maladie qui se propage à une vitesse inquiétante, mais qui peut guérir si elle est détectée suffisamment tôt. Avec mes invités, on prendra le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'un dépistage, quelle est l'importance du diagnostic précoce et quels sont les traitements disponibles aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Zaidi Sarah. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes oncologue médical au CHU Nimsous. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Benziden Nourdine. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes chef de service chirurgie générale à l'hôpital de Kouba. Vous êtes également spécialiste du cancer du sein. J'ai également le grand plaisir de recevoir pour cette émission docteur Amina Abdelwahab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes scénologue. Et enfin, on a le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, docteur Mejdal Abbas. Vous êtes radiologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous quatre de participer à cette émission dans le cadre de la sensibilisation, comme je disais en se teinte de cette couleur pour nous rappeler l'importance du dépistage et l'importance de se faire dépister justement. Alors 14 000 nouveaux cas, un peu plus peut-être, puisque ça ce n'est que la partie visible, j'ai envie de dire, de l'iceberg, ceux qu'on arrive à dépister. Le cancer du sein est incontestablement le premier cancer après celui du côlon et du poumon, bien sûr chez la femme. On assiste clairement à une explosion de cette maladie, docteur Zaidi, où tout simplement on dépiste plus, donc on trouve plus. Il est clair qu'actuellement on dépiste plus. Je pense que la population est plus sensibilisée qu'avant, que les années qui sont passées. On assiste plus à une réelle conscience, une prise de conscience de ce fléau. Les patientes sont concernées, elles se dirigent vers les professionnels de santé, elles s'autopalpent, elles s'intéressent, elles participent à des campagnes d'information autour de la question. Et pour répondre à la question, ça reste un cancer qui est fréquent partout dans le monde. C'est un cancer qui est très très fréquent si on le considère relativement par rapport aux autres cancers. C'est une localisation qui est fréquente. C'est parmi les cancers les plus fréquents, si ce n'est le plus fréquent chez les femmes. Oui, finalement une explosion. Vous êtes d'accord pour le mot explosion, c'est-à-dire on voit réellement de plus en plus de cas. C'est pas uniquement le dépistage. Si on dépiste plus, forcément on aura affaire à... Surtout, alors si on doit corréler cette explosion au dépistage, on trouvera beaucoup plus de cas diagnostiqués à des stades précoces. Même si parallèlement on continue à avoir en consultation des patients qui sont à des stades avancés et qui ne sont pas forcément concernés par le dépistage. Donc oui, les stades précoces sont de plus en plus vus en consultation et ça c'est grâce à la sensibilisation au dépistage. Oui. Professeur, on parle d'une augmentation de 7%, c'est pour ça que je disais qu'on est littéralement devant une explosion de ce cancer, de 7% de nouveaux cas par an. On parle à peu près de 18 000 nouveaux cas d'ici l'horizon 2025. 2025 c'est demain, on est déjà en 2024. Est-ce qu'on a une explication finalement si on voit autant de cancers aujourd'hui et est-ce que c'est évitable finalement qu'on arrive à 18 000 cas, voire plus peut-être un peu plus tard? Depuis qu'on s'est mis à dépister, à faire le dépistage, on a vu cette courbe qui a augmenté d'année en année. Mais le dépistage, son but essentiel, c'est de diminuer la mortalité. C'est ça le but essentiel. C'est de diagnostiquer plus avec moins de mortalité. Et c'est bénéfique pour la société et pour la malade. Oui. Docteur Abdelwahab, une autre particularité peut-être qui concerne l'Algérie, c'est qu'on voit, vous en parliez d'ailleurs tout à l'heure, juste avant l'enregistrement de cette émission, c'est qu'on voit malheureusement aujourd'hui de plus en plus de malades jeunes, parce qu'on parle d'un dépistage à l'âge de 40 ans généralement, et on devrait peut-être se faire dépister un peu plus tôt en Algérie, qu'en pensez-vous ? Alors si on parle du dépistage, je crois que je vais laisser tout à l'heure Dr Mejdel qui est radiologue et qui pourra mieux vous parler du dépistage proprement dit, parce que le dépistage c'est la mammographie. Donc on ne peut pas parler de dépistage si on ne fait pas de mammographie. Par contre on peut parler de diagnostic précoce.
Donc le dépistage se fait par mammographie à partir de l'âge de 40 ans. Pourquoi? Parce que nos tumeurs, la tumeur de la femme algérienne et d'une manière générale de la femme maghrébine survient autour de 48 ans, donc autour de la préménopause. Et on sait que la cellule, une fois qu'elle démarre, nous en parlions tout à l'heure avec le professeur Benzidane, une fois qu'elle démarre, elle va mettre quelques années avant de s'exprimer avec des symptômes. Donc on va la chercher au stade d'image. On n'attend pas que la malade arrive avec une... Et donc, on peut pas faire le dépistage plus tôt parce que la mammographie n'y verra rien. Il vous l'expliquera tout à l'heure. Donc, chez nous, le dépistage va démarrer à partir de 40 ans et c'est là où il y a le plus, j'allais dire de chance, de malchance de tomber sur des cancers. De risque, voilà, de tomber sur des cancers. Oui. Docteur Mejdel, on parle justement, peut-être pour rester un peu sur la même question, 12% des cancers du sein survient chez les moins de 35 ans. Ça, c'est un chiffre qui concerne l'Algérie. Alors, vous êtes vous êtes radiologue dans les dépistages. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous voyez de plus en plus de malades jeunes? Ah oui, oui, bien sûr. Ah oui, de plus en plus de malades jeunes. On est souvent surpris de tomber sur des patientes qui ont carrément 30, 32, 35 ans avec des mammographies, des échographies. Parfois, elles viennent juste pour faire une échographie mammaire et en regardant, on va trouver carrément une image, une lésion qui nous rappelle à 100% un cancer. Donc, pour répondre à votre question, oui, oui, la proportion que vous annoncez, le chiffre de 12%, elle est assez réaliste par rapport au vécu et à la réalité. Est-ce qu'il y a une explication? Alors, est-ce que ce sont des cas héréditaires? Est-ce qu'on n'a pas d'explication tout simplement? Chez la femme jeune, je laisserai mes aînés et mes confrères en parler. Généralement, chez la femme jeune, l'hérédité joue un rôle important avec des mutations qui ont été bien décrites. Et après, les facteurs environnementaux, très sûrement l'occidentalisation du mode de vie, la nutrition, le mode nutritionnel auquel on s'adonne actuellement, y est pour beaucoup dans l'apparition de ce genre de cancer. Et très probablement, il y a peut-être d'autres mutations géniques qu'on ne connaît pas et sur lesquelles on devrait travailler et faire des enquêtes épidémiologiques pour avoir des réponses objectives à la question que vous posez. Oui, absolument. Alors, autre question aussi, peut-être un point très important lorsqu'il s'agit justement du cancer du sein et qu'on ne dit pas assez, c'est que le cancer du sein ne touche pas uniquement les femmes. D'ailleurs, peut-être que ça ne devrait pas être uniquement rose en octobre, puisque les hommes aussi sont concernés dans une petite proportion, mais ils sont concernés et c'est souvent des cancers très agressifs. Oui, ça existe chez l'homme. Ça ne représente, on en parle souvent, on dit ça représente 1% des cancers du sein. Et c'est surtout dans les formes familiales. À chaque fois où un homme est touché, on pense à une forme familiale et on cherche les perturbations au niveau de la cellule, les gènes qui sont responsables de ça. Je voulais revenir un petit peu sur le dépistage pour dire, on compte 3 types de dépistage. Il y a le dépistage individuel où c'est la femme elle-même qui est sensibilisée, qui part et qui fait sa mammographie d'une façon régulière tous les 2 années. Il y a le dépistage ciblé, c'est celui des femmes des femmes à risque, où ça touche des familles, lorsqu'on a une tante, une maman, des sœurs qui font ça. Donc généralement, ces familles sont averties, donc elles le font d'une façon spontanée. Ou bien c'est le médecin qui suit une des femmes qui a le cancer, qui les sensibilise. Mais chez nous, c'est-à-dire ce qu'on veut, c'est le dépistage organisé, où la femme est invitée pour faire. C'est une femme qu'on invite tous les 2 années à faire une mammographie. Absolument. Ça nous permet de faire le diagnostic à un stade précoce. Et pourquoi on n'y arrive pas, selon vous? Parce que c'était prévu, quand on voit le plan cancer, par exemple, 2015-2019, on a parlé de dépistage, on a fait des opérations pilotes, on avait débloqué à l'époque de l'argent justement pour les mammographes. Pourquoi on n'y arrive pas finalement? On n'arrive pas parce que il faut que ça soit organisé, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la volonté politique. Lorsque je dis volonté politique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des décrets, des arrêtés qui mettent en place ce dépistage. Il faut qu'il y ait de l'argent, je pense qu'on n'en manque pas. Ensuite, il faut que les gens se mobilisent. Il faut d'abord les médecins, l'organisation, il faut organiser. C'est toute une pyramide. Avec des centres de gestion, des centres informatiques. Il faut qu'il y ait des centres de dépistage. Le dépistage ne se fait pas au niveau des hôpitaux.
Il faut on le fait dans des centres qui sont dédiés à ça, avec des mammographes numériques et avec des radiologues. Donc c'est important. C'est ça ce qui nous manque. On n'a pas suffisamment de radiologues. Maintenant, on voit même des radiologues qui désertent, qui partent de l'hôpital. On a des hôpitaux avec des services de radiologie qui n'ont pas de médecin radiologue. D'accord. Pardon, excusez-moi. Oui, allez-y. Juste pour ajouter quelque chose. En fait, il n'est pas étonnant qu'on mette autant de temps pour organiser un dépistage. Quand on voit que les pays qui nous ont précédés ont mis 20 ans, voire 25 ans, pour réaliser justement ce dépistage organisé. Et même quand il a été proposé, quand les femmes étaient invitées, il y avait toujours moins de 70% qui y participaient. Donc, et on parle de, je pense, c'est-à-dire tu peux me contredire si je me trompe, on disait qu'avec 70% de participation de femmes au dépistage, il y avait un bénéfice. Mais moins, on perdait plus d'argent que... C'est-à-dire qu'on ne... Je pense que le problème ne se pose pas vraiment en Algérie, docteur Abdelwaheb. Les femmes y vont. Pas le problème d'argent, l'adhésion de la population. Vous parlez d'à peu près 70% de femmes qui iront peut-être se faire dépister. À voir aujourd'hui les gens qui vont se faire dépister justement avec leurs propres moyens. Moi, je dirais que si demain on va instaurer un dépistage de masse, je pense que tout le monde ira se dépister. Et je pense que même ça sera, c'est-à-dire à long terme, une économie de santé, n'est-ce pas, professeur? Parce qu'on va éviter les complications, on va éviter les traitements coûteux. Absolument. Le traitement sera plus simple et moins coûteux. Je vais vous inviter justement à regarder un reportage. Alors, Octobre permet justement de faire la lumière sur le cancer du sein. Mais le combat, lui, devrait se faire toute l'année. Nous avons rencontré dans ce reportage une des femmes qui se bat contre cette maladie. Hassiba a bien voulu répondre aux questions de notre reporter. Nous l'avons rencontrée au centre de proximité Hamouch Al-Sqi ou Tilimli à Alger. C'est un reportage signé Yannis Saïd Belkacem. Regardez. C'est ici, dans cette salle de consultation, que Hassiba revient après son ablation du sein pour un suivi régulier, le cœur lourd mais déterminé. En face de la caméra, elle se remémore la découverte de la masse, un véritable coup de tonnerre dans sa vie, alors qu'elle devait se faire opérer du goitre. Quand j'ai découvert ça, vraiment, c'était imprévu. Je m'attendais, j'avais rendez-vous pour une autre intervention, pour une autre tumeur de la thyroïde. Je prends mon bain, je trouve un truc. Tout de suite, j'appelle, on fait l'ordonnance, je vais faire la mammographie, la radio, ma mère et puis la mammographie. Je vais chez mon médecin. Et là, il me dit, il me faut la napate, la biopsie, la napate. Donc j'attends. On me décale d'une semaine. On m'opère. Et entre-temps, je réfléchissais. Donc il fallait, je l'ai vue, je suis venue la voir. Et je réfléchissais, je me disais, je ne voudrais pas tomber encore une autre fois. Mastectomie, c'est deux choses. Soit que le stade est avancé, ça veut dire que c'est trop important pour garder le sein, soit que c'est la malade qui le veut. Parce que parfois, même si on veut garder le sein, la malade souhaite enlever parce que c'est une source d'anxiété. Pour elle, le choix de l'ablation n'était pas seulement une nécessité, c'était à la fois médical et profondément personnel. J'étais catégorique. Oui, elle était formelle. Ah, j'étais là où vous êtes. D'ailleurs, elle était d'un courage que j'admire. Hein. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ouais, elle sait ce qu'elle veut. Elle a accepté sa maladie, elle a accepté son... Oui, il fallait l'accepter. On n'a pas un autre choix. Une fois réveillé, une fois on est sur pied. Là, on se dit, c'est une chose qui est faite, elle est là. La douleur, elle est légère, elle y est. Il ne faut pas, bon, toujours, il faut dire, mais par rapport au traitement et tout, ça disparaît. Il y a des suites à cette mastectomie. Il y a des séquelles. Vous savez, quand on fait un curage, il y a un risque de sensibilité au niveau du bras qui peut gêner la patiente. Il y a un sentiment de fourmillement, il y a un sentiment... Si la lymphe augmente de taille, il peut y avoir une répercussion sur le bras. Elle va avoir des fourmillements au niveau du bras, ça l'inquiète. Elle se dit, oh, peut-être qu'on a touché un nerf, peut-être qu'on a quelque chose au niveau du bras. Mais ça, c'est des effets qui sont censés être déjà prévenus chez elle. On lui dit, si vous sentez ce sentiment-là, c'est pas grave, c'est quelque chose qui va se résoudre. Il suffit qu'on ponctionne, qu'on vide la poche et tout rentre dans l'ordre. Dans son combat, Hassiba n'était pas seule. Elle a reçu le soutien médical et psychologique nécessaire pour avancer.
Un suivi essentiel pour réduire les risques de récidive et aider les patients comme elle à retrouver une vie normale. Ces infirmiers, elle-même qui est là, qui est présente, qui vous suit, vous sentez son humanisme, vous sentez sa présence, vous ressentez qu'elle est à côté. Vous avez quelqu'un sur qui appuyer par rapport à ses paroles, par rapport à son geste. Un médecin qui vous prend dans ses bras, un médecin qui vous serre l'épaule, qui vous reçoit avec un sourire. Vous oubliez votre maladie. Les 6 premiers mois, c'est les plus difficiles pour cette patiente. C'est là où elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de parler, elle a besoin de connaître les effets secondaires des traitements, qu'est-ce qui l'attend encore, parce qu'il y a tout un planning thérapeutique. Si on n'explique pas à ces patientes le planning thérapeutique qui les attend, sachez que ça rend plus difficile la mission d'un chirurgien. C'est une chirurgie propre, mais on n'est jamais à l'abri, donc on les met sous antibiotiques en post-opératoire. Et puis on les met sous anticoagulants parce que c'est une maladie qui peut être pourvoyeuse de thrombose. Et donc on les met à l'abri de survenue de thrombose. Voilà, en attendant de les préparer éventuellement pour une chimiothérapie qui va arriver après. Un parcours qui témoigne d'une résilience remarquable, incarnant la force de toutes celles qui luttent contre la maladie, l'espoir et la détermination. Alors justement, le cas de Hassiba, à qui on souhaite justement un prompt rétablissement, est un cas parmi tant d'autres. Beaucoup de femmes se battent aujourd'hui contre le cancer du sein. Alors une question peut-être en rapport avec notre culture ou en rapport avec la société. Professeur, pendant longtemps, le cancer a sonné comme une condamnation. Quand on annonce à une personne qu'elle a un cancer, elle est littéralement catapultée dans l'inconnu. On a même peur de dire le nom de cette maladie. On dit hadak al-mard. Oui. Quel regard on porte aujourd'hui sur cette maladie? Est-ce qu'on l'accepte finalement? Quand on voit quand même des témoignages à visage découvert, on se dit quand même qu'on a évolué, parce qu'il y a quelques années, les femmes n'arrivaient pas à en parler, surtout devant une caméra. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont changé? C'est vrai que lorsqu'on annonce, imaginez, lorsqu'on dit que le cancer du sein, il fait pas mal, il est insidieux. Parce qu'on ne le sent pas, on sent quelque chose au niveau, une boule au niveau du sein. Donc, lorsqu'on pose le diagnostic et on l'annonce à la malade, à la femme, elle est effondrée et c'est tout à fait normal. Et elle doit faire le deuil. Mais le plus souvent, elles acceptent. Lorsqu'on l'apprend, on lui explique, c'est une pas uniquement par la malade. Comment? C'est-à-dire pas uniquement par la malade. Est-ce que la maladie est acceptée dans la société déjà? Parce que si ces femmes avaient peur d'en parler, c'est parce que quelque part elles avaient peur de l'isolement, elles avaient peur d'une stigmatisation. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la société aussi, pas uniquement ces femmes n'ont peut-être pas le choix, est-ce que la société accepte finalement cette maladie? Est-ce qu'on a notre regard sur cette maladie? Moi je pense qu'on a changé de regard. Maintenant on en discute, on en parle, c'est accepté par la société. Il y avait avec le stress de la femme, qu'elle soit séparée de son mari et tout ça, mais ça n'existe plus maintenant. Elles sont bien entourées, elles acceptent. Mais le problème, c'est un traitement qui est lourd. Le traitement du cancer du sein, ça prend minimum 4 à 6 mois, c'est lourd. Mais en général, il est bien accepté. Au début, c'est vrai, mais après, ça y est, on l'accepte. Vous avez parlé de l'annonce. Est-ce qu'aujourd'hui on fait attention justement à l'aspect psychologique quand on arrive je vous pose la question à vous peut-être, docteur Abdelwahab. Quand on annonce cette maladie, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même un coup près qui tombe. C'est horrible d'annoncer un cancer. Beaucoup de malades se plaignaient de par le passé qu'on leur annonçait leur cancer comme une grippe. Est-ce qu'aujourd'hui on a fait des efforts là-dessus? Alors j'aimerais qu'un jour on puisse l'annoncer comme une grippe justement, parce que si on l'annonce comme une grippe, c'est qu'on a banalisé vous avez compris ma question. Voilà, oui. Vous savez, chaque patiente perçoit la nouvelle selon sa force, j'allais dire. Vous avez des patientes qui vont vous dire, vous pouvez. Nous, on essaie de choisir les mots pour ne pas choquer. Mais il y a des patientes qui nous disent, c'est bon, je sais. Alors vous pouvez en parler librement et ça nous soulage, parce que même le médecin, il vous le dira, et le docteur Zaidi aussi, quand on
Quand on tombe sur le diagnostic au départ, on ne sait pas comment l'annoncer. Parce que même nous, on est stressé, on n'est pas bien. Autant on est content de découvrir un cancer à un stade précoce avec le dépistage justement, et puis on est là tout content, on dit à la patiente c'est très bien, c'est un petit cancer, vous allez avoir un traitement léger, vous allez guérir. Autant il est difficile d'annoncer à une malade qui arrive avec une tumeur qui fait plus de 3 cm. Pourquoi? En fait, cette annonce, il y a toute une suite, il y a toute une panoplie de choses qu'il faut annoncer. Je ne vais pas dire à la malade, voilà, tu as un cancer, maintenant tu rentres chez toi, tu pleures. Oui. Non, je vais lui dire, tu as un cancer, mais il y a un traitement. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de l'annoncer? Parce qu'aujourd'hui, quand même, on parle d'une grande évolution dans les traitements, hein, même pour les... Oui. Alors, je vous poserai la question, docteur Zaidi. Est-ce que c'est plus simple, justement, parce que nous en parlions tout à l'heure, justement, des traitements qui sont disponibles aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est plus simple, grâce aux traitements, peut-être aux panoplies de traitements qui peuvent être proposés à la patiente? Alors, plus simple, ce n'est pas le mot que j'emploierais. D'accord. C'est vrai que quand il n'y a pas que l'annonce du diagnostic, non seulement on doit annoncer, mais ensuite on doit expliquer et proposer à la patiente tout de suite après le plan de soins, la feuille de route qu'on va adopter pour la patiente. Fort heureusement, aujourd'hui, on est un peu plus à l'aise, on a plus d'armes thérapeutiques en matière de traitement médicamenteux. Donc, en fonction des situations, des stades, du contexte, on annonce le diagnostic, certes, la patiente peut être très bien renseignée, elle peut très bien être préparée au diagnostic et donc les choses se font de manière fluide. Mais après, il faudra qu'on discute le volet thérapeutique et c'est là où la patiente prend toute l'assurance. Et c'est important parce que si j'annonce mal et qu'après j'explique pas ma stratégie thérapeutique, eh bien l'appréhension restera là, même si après la patiente rentre chez elle, rejoint son entourage, en parle à son entourage, peut-être qu'elle n'aura pas tous les éléments. Donc aujourd'hui, si on arrive un petit peu à garder en fait la hantise, c'est ça. Annoncer un diagnostic, il y a quand même la peur de perdre la patiente, de ne plus la revoir venir poursuivre ses soins. Donc c'est ça la hantise pour nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc on a une feuille de route à lui proposer, elle doit y adhérer, elle doit y comprendre et elle doit être convaincue de ce qu'il attend par la suite. Mais c'est ça le plus important. J'ai pas très bien saisi. C'est-à-dire quand on annonce à une personne qu'elle a un cancer, elle peut disparaître, elle peut partir, ne plus revenir. Oui. D'accord. Généralement, moi j'ai jamais eu de problème parce que chez nous la malade elle est déjà préparée. Déjà, si elle touche un nodule, elle a la suspicion de cancer. Donc, elle a déjà une petite orientation. Ensuite, elle passe faire sa mammographie. Le radiologue, qu'est-ce que tu as trouvé? Il va lui dire, il faut faire vite et tout ça. Donc, généralement, lorsqu'elle arrive chez nous, il y a 70% du travail, il a été fait. Donc, lorsqu'elle est chez moi, lorsqu'elle vient... Quand vous dites vous, c'est-à-dire la chirurgie? La chirurgie. Lorsqu'elle vient chez moi, elle me dit je sais que j'ai un cancer. Donc, déjà, il y a une préparation. Chez nous, on en parle beaucoup. C'est ça je ne sais pas si c'est mal ou c'est pas c'est bien ou c'est pas mal. Alors, docteur Mejdel, justement... puisqu'on en parle beaucoup, hein, est-ce que finalement, aujourd'hui, on voit beaucoup de cancers qui arrivent à un stade précoce? Parce que je disais tout à l'heure que normalement la sensibilisation et le fait d'en parler ne devrait pas se faire uniquement pendant le mois d'octobre, mais quand même finalement la sensibilisation qu'on fait chaque mois d'octobre a fini par porter ses fruits. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire les dernières années, la sensibilisation qui se fait, toute cette énergie de sensibilisation qui est exprimée pendant le mois d'octobre, il y a la télévision, il y a les réseaux sociaux, maintenant ça parle de toutes parts, et on explique aux femmes que le dépistage ne se fait pas uniquement pendant le mois d'octobre, mais tout au long de l'année. Effectivement, ça apporte des fruits. Et oui, plus on dépiste, plus on va découvrir, mais en plus on va découvrir des tumeurs qui sont petites en termes de cancer du sein, contrairement à d'autres cancers, comme le cancer du pancréas par exemple, dans la majorité des cas, on tombe pas d'emblée sur des cancers métastatiques. C'est des tumeurs qui varient entre 1,5 cm, 2, 3. En moyenne, c'est des patientes à qui on peut proposer un traitement qui soit efficace
Et on peut agir de façon, comme disent les chirurgiens, de façon carcinologique. C'est-à-dire avoir, la patiente, elle va avoir tout le pack de traitement avec une espérance de vie qui lui permet de pratiquement passer à autre chose. Justement parce que le stade auquel elle a été diagnostiquée ou dépistée n'a pas été explosif. Oui. Alors, la particularité, hein, je vous posais tout à l'heure la question, docteur Abdelouaheb, de ces femmes, ou est-ce qu'on peut parler de profil? C'est quoi le profil à risque finalement? En fait, il y a différents profils. Hein. Il n'y a pas un profil. On a parlé tout à l'heure de génétique, par exemple. Oui, déjà. Alors, quand on parle de la femme jeune, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que 12% à peu près avaient moins de 35 ans et 20% moins de 40 ans. Dès qu'on a un cancer du sein, on a dit que l'âge du cancer était au-delà de 45 ans. Dès qu'on a un cancer du sein qui survient avant 40 ans, on se dit qu'elle n'a pas assez vécu pour ramasser tous les facteurs de risque. Donc, il y avait déjà quelque chose dans ces cellules qui était déjà... il y avait une prédisposition et on a rajouté quelques facteurs de risque et le cancer s'est déclaré beaucoup plus tôt. Et donc, comme le disait tout à l'heure le docteur Meshdel, il y a souvent chez ces femmes jeunes de moins de 35 ans un facteur génétique. Le facteur génétique, c'est quoi? C'est un petit défaut qui est dans la cellule. La patiente naît avec ce petit défaut et ce petit défaut, tout au long de sa vie, va donner un risque de développer un cancer du sein. C'est pas un risque de... En fait, c'est une probabilité. Même ça, généralement, c'est des personnes... On appelle ça une mutation génétique qui peut se transmettre. Oui. Et donc ça, c'est le BRCA, breast... Oui. Cancer. Voilà. Non, mais c'est pour le dire simplement, ce sont des personnes qui ont d'autres personnes aussi dans leur famille qui ont fait un cancer. Et on le voit beaucoup au sud. D'ailleurs, là, je viens de rentrer de la Guadeloupe où il y a certaines familles. Moi, j'ai reçu plusieurs femmes. On a fait un peu... on va dire du dépistage, parce que ces femmes ont pu bénéficier d'une mammographie, donc un examen clinique. Et puis, il y a eu un moment où je recevais comme ça 3 sœurs qui avaient un cancer du sein. Et quand je posais la question, parce qu'on fait tout un interrogatoire, quand il y a 3 sœurs, je me dis, ça veut dire qu'il y a un problème génétique. Il y a la consanguinité. Alors, le papa est cousin à la maman, et des deux côtés, il y a des cancers. Donc, ça multiplie le risque. Et c'est vrai que quand il y a de la consanguinité dans une famille, la maladie prend plus d'ampleur. Donc, chez les femmes jeunes, il y a souvent et on l'a recherché quand on était au CPMC, on faisait carrément une étude chez ces femmes qui avaient moins de 35 ans et on trouvait, donc on allait chercher dans leurs gènes s'il y avait cette mutation et on a pu trouver des mutations chez ces femmes. Chez ces personnes, on va conseiller, alors on avait parlé d'un âge moyen de 40 ans pour le dépistage, on va conseiller de se faire dépister à quel âge? Alors, c'est le dépistage ciblé dont parlait tout à l'heure mon collègue, le professeur Benzidane. Donc, moi, je leur dis, l'examen clinique doit commencer dès la puberté. Il faut que la jeune fillette ou la fille puberte apprenne à connaître ses seins. Comme ça, dès qu'il y a une modification, elle va voir le médecin. Mais sinon, à partir de 20 ans, il est recommandé de passer déjà un examen clinique. Ensuite, c'est des échographies ou des IRM. Ce n'est pas la mammographie qui va nous permettre de détecter des choses chez ces femmes jeunes. Oui. Voilà. Alors, d'autres facteurs peut-être plus... j'ai envie de dire plus généraux, hein. On en parle dans tous les cancers pratiquement, hein, aussi, hein, professeur Benzidane, hein, on parle beaucoup de la sédentarité aujourd'hui, on parle beaucoup de, n'est-ce pas? Oui, c'est des facteurs qui sont associés à toutes les maladies chroniques, la sédentarité, l'alimentation, l'environnement. Tout ça intervient dans l'éclosion de ces tumeurs, de ces maladies chroniques. D'ailleurs, le cancer du sein, on le considère maintenant comme une maladie chronique. C'est des femmes qui vivent. On a des femmes qu'on suit, ça fait plus de 20 ans. Elles sont toujours vivantes et tout, qu'on suit. Oui, on parle par exemple, à titre d'exemple de ceux qui pratiquent une activité physique, cela réduirait de 30% hein, le risque de contracter un cancer, hein, et une activité physique également diminue les rechutes. Alors, quand on parle de déodorants aujourd'hui par exemple, ou de perturbateurs endocriniens aussi, on incrimine cela aussi dans l'apparition du cancer du sein? En fait, tout ce qui est polluant toxique est incriminé comme étant un facteur de risque et considéré comme étant un facteur de risque de cancer de manière générale, mais du cancer du sein. En fait, il faut savoir qu'il y a 2 types de facteurs de risque. Donc, il y a des facteurs de risque qui sont là, auxquels on a
par rapport auquel on n'a aucune incidence, ni on peut modifier l'âge, ni on peut modifier le matériel génétique de la femme. Par contre, il y a des situations, il y a des facteurs où on peut agir dessus, et c'est là tout l'intérêt de la sensibilisation. En l'occurrence, la sédentarité, l'alimentation, tout ce qui est polluant atmosphérique, tout ce qui est cosmétique, toxique. Tout ça entre dans les perturbateurs et ils sont forcément... Après, on ne connaît pas à quel degré ou pénétrance tel ou tel facteur de risque peut être incriminé dans l'incidence du facteur de risque. Peut-être cette femme, on étiquette chez elle tous les facteurs de risque, l'exposition à tous ces facteurs de risque, mais elle ne fera jamais de cancer du sein. Et le contraire est vrai. Des personnes qui ne sont pas du tout exposées à des facteurs de risque environnementaux, le tabac, la sédentarité, les régimes hypercaloriques, et pourtant ils font des cancers. Oui. On parlait tout à l'heure aussi du... Oui. Pardon, en termes de cancer du sein, à titre d'exemple, on n'en parle pas assez. On sait à titre d'exemple que l'allaitement maternel vraisemblablement protège contre le cancer du sein. Et je pense que ce soit pour le nouveau-né et pour la femme, on n'en parle pas assez de l'importance de l'allaitement maternel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et pourquoi, c'est vrai, maintenant les femmes travaillent, c'est pas évident de maintenir un allaitement pendant 2 ans, mais il faudrait quand même sensibiliser les femmes qui viennent d'accoucher sur l'importance de donner le sein à leur bébé et de le donner pendant la plus longue période qui soit. C'est très bénéfique pour elles, et c'est aussi un facteur qui protège aussi le nouveau-né. Donc l'allaitement maternel est quelque chose qui protège contre l'apparition du cancer du sein. Absolument. Docteur Abdelwahab, le stress, finalement, un facteur de risque ou pas? Alors autrefois, on parlait de stress comme n'étant pas du tout incriminé dans la probabilité de faire un cancer du sein. Et je me souviens, je pense que le professeur Benzidane se souvient aussi, de la décennie noire où on recevait des femmes qui avaient un cancer du sein. Pardon, j'ai tellement parlé aujourd'hui que je perds la voix. Donc des femmes qui arrivaient avec des tumeurs au sein et qui nous disaient, et elles n'avaient aucun facteur de risque, sauf le stress. Et elle disait que, elle avait vécu un événement, vous savez, la décennie noire, tout le monde a vécu à vue noire. Et donc, elle rapportait un événement douloureux, celle qui a perdu son mari, qui a vu son fils mourir. Et elle disait, je n'avais rien du tout, et juste après le décès de mon mari, ou de mon fils, ou de mon proche, j'ai ressenti quelque chose. Nous, on leur disait à chaque fois, non, c'est pas vrai, ça peut pas être ça. Et finalement, aujourd'hui, il y a des études qui sont en train de se pencher sur la question. Justement, il y a de plus en plus de cancers et de maladies liées au stress. Donc, je pense qu'il fait partie... je pense qu'on parle de cortisolémie, c'est ça? Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire l'excès de cortisol qui serait responsable justement de l'apparition... Alors, je voulais aussi parler alors, on en parlait beaucoup de génétique. Aujourd'hui, on parle de l'épigénétique. C'est-à-dire, on a tendance à dire ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir, mais finalement, avec toutes les recherches qui se font aujourd'hui, si... On peut agir même sur ces gènes, professeur. C'est-à-dire, si on a une qualité de vie irréprochable, si on est des personnes qui font attention à leur alimentation, à l'activité physique, on peut agir même sur ces gènes. C'est ce qui est prouvé aujourd'hui. On n'en est pas là, en tout cas, avec le BRCA1 et 2. Tout ce qu'on peut faire pour le moment lorsqu'on Ça a été prouvé dans beaucoup de maladies. Je ne sais pas, je ne parle pas particulièrement du cancer du sein. Lorsqu'on identifie, justement, si on parle du cancer du sein, on identifie dans une population, au sein de la même famille, la mutation BRCA1 ou 2. Le max qu'on puisse faire, c'est de dépister les autres, enfin en tout cas rechercher la même mutation chez les autres membres de la famille et peut-être proposer une mastectomie prophylactique. On n'en est pas là non plus. Voilà, l'histoire d'Angelina Jolie. On n'en est pas là non plus. Moins pour l'épigénétique, en tout cas à ce stade. Oui. Non, mais c'est juste en fait peut-être pour sensibiliser les gens qui nous regardent, pour dire qu'aujourd'hui, le fait de faire attention à sa manière de vivre, vivre sans excès, éviter le tabac, faire de l'activité physique, ça aussi, ça protège. C'est-à-dire, voilà, le fait d'avoir des gènes défaillants n'est pas une finalité en soi. Et c'est la prévention primaire. Et la prévention primaire a un impact sur l'incidence des cancers, il faut le reconnaître. Oui. De toute façon,
En termes de cancer et de cancer du sein particulièrement, parce qu'il y a des cancers sur lesquels on peut agir, on peut éviter le cancer du bronchique quand on ne fume pas, d'exemple. Mais en termes de cancer du sein, le seul moyen dont nous disposons, c'est la lutte contre les facteurs de risque. On veut être actif pour lutter contre le cancer du sein, c'est de lutter contre les facteurs de risque. Les facteurs de risque qu'on vient de citer, la sédentarité, il faut pratiquer du sport. L'alimentation, nous sommes dans un pays méditerranéen, donc il faut manger régime méditerranéen. Les oestroprogestatifs, qu'il faut arrêter à un certain âge par rapport à la femme, d'où la nécessité d'un contrôle régulier de toutes les femmes qui prennent une contraception orale. À titre d'exemple, nous sommes obligés de passer par la lutte contre les facteurs de risque, et c'est à partir de là qu'on va voir l'impact sur la population, et c'est à partir de là qu'on va agir sur les chiffres du cancer à moyen et à long terme. Absolument. C'est-à-dire la prévention, finalement, c'est la thématique de toutes les manières de cette émission, la prévention primaire et la prévention secondaire aussi par justement le dépistage, absolument. Alors, peut-être que si aujourd'hui également on voit encore des personnes qui arrivent à un stade assez avancé, professeur, de la maladie, c'est parce que la maladie est insidieuse, comme vous disiez tout à l'heure. C'est une maladie qui ne s'exprime pas, qui est très peu parlante. Mais est-ce qu'on peut rappeler quand même les symptômes une fois qu'ils sont là? Est-ce qu'il y a des symptômes de la maladie Bon, il y a des symptômes, certes, mais... c'est déjà un stade avancé. C'est un stade avancé. Nous, on préfère faire le diagnostic avant de toucher, avant qu'il y ait de symptômes. Donc, on cherche les tumeurs infracliniques, les tumeurs qui ne dépassent pas de 1 cm. C'est là où on a le maximum d'impact. Lorsqu'elle arrive avec une grosse tumeur ou bien avec une peau qui est cartonnée, avec des signes inflammatoires sur le sein, avec un mamelon qui est rétracté, avec la présence de ganglions au niveau axillaire. Un écoulement aussi. L'écoulement, ça fait partie du dépistage, ça fait partie des stades précoces. D'accord. Donc, mais c'est un symptôme. C'est un symptôme qu'il faut aller consulter. Donc à chaque fois où il y a quelque chose de nouveau sur le sein, lorsque la femme elle se regarde sur le miroir, ou bien lorsqu'elle touche quelque chose, elle doit consulter. En principe, elle doit se faire examiner le sein au moins une fois par an, lorsqu'elle part chez son gynécologue ou bien chez son médecin de famille. C'est ça les On parle aussi de la fatigue comme étant un symptôme, professeur, oui ou non? La fatigue avec la vie moderne, tout le monde, on est tous fatigués. Justement, j'allais vous dire comment reconnaître cette fatigue. C'est quoi? C'est une fatigue où on ne peut pas se lever? C'est une fatigue, parce qu'on parle beaucoup de la fatigue dans les cancers d'une manière générale. Au niveau du sein, la fatigue, il n'y a pas de fatigue, sauf si la malade arrive déjà à un stade généralisé. C'est surtout les amairissements dans le cancer digestif et tout ça. C'est lorsque la maladie elle a évolué. Là, on arrive à ce stade-là. Oui. Alors, on a parlé donc des symptômes, justement parce que la maladie est très peu parlante. Peut-être que c'est pour ça qu'il faut aller se faire dépister, n'est-ce pas, docteur Mechtel? Bien sûr. C'est-à-dire il ne faut pas attendre les symptômes. Il ne faut pas attendre les symptômes, évidemment, parce que, comme disait le professeur, lorsqu'il y a des symptômes, lorsqu'il y a le phénomène de peau d'orange ou une rétraction mamelonnaire, c'est déjà un stade avancé. C'est quoi le dépistage finalement? Le dépistage, par définition, c'est d'aller vers des femmes qui n'ont absolument aucun symptôme et leur faire pratiquer, dans le cadre du cancer du sein, une mammographie complétée généralement par un examen échographique. La patiente se présente à partir de l'âge de 40 ans, sans symptômes particuliers, et nous allons... c'est une personne saine. C'est une personne cliniquement saine, qui n'a aucun symptôme. Qui aura vu l'émission aujourd'hui. On l'espère bien. On croise les doigts. Voilà, qui a pris conscience de l'importance du dépistage, qui passe ses examens radiologiques, et qu'il soit positif ou négatif. Lorsqu'il est positif, là, nous avons dépisté une lésion infraclinique, voilà, qui n'a absolument aucune traduction clinique. Et lorsqu'on dépiste au stade infraclinique, nous donnons cet espoir d'un traitement qui est efficace à moyen et à long terme. C'est quoi le grand avantage, justement? Parce que là, on parle de diagnostic précoce, quand vous dites une lésion infraclinique. C'est quoi le plus grand avantage, finalement? Du dépistage. Justement, comme disait le professeur tout à l'heure, c'est d'agir sur la morbimortalité de la maladie. C'est-à-dire, lorsqu'on traite
traite un carcinome in situ, nous allons oser penser que nous allons guérir cette patiente. Ou sinon avoir des rémissions de très très longue durée, de 20-30 ans, jusqu'à ce que la patiente oublie sa maladie et qu'elle puisse mener une vie complètement normale et qu'on aura transformé cette maladie en une maladie potentiellement mortelle, en une maladie carrément chronique qu'on va suivre dans des consultations, faire des contrôles radiologiques et biologiques réguliers, intervenir lorsqu'il y a nécessité de le faire. Mais en tout cas, l'avantage, c'est de faire rallonger à des termes assez importants l'espérance de vie de ce genre de patients. C'est tous les ans, c'est une fois tous les 2 ans, hein, c'est ça? Une fois tous les 2 ans s'il n'y a rien du tout. Maintenant, s'il y a des petites lésions, les patientes peuvent être appelées au bout de 6 mois. Ou alors une année, mais en général c'est tous les 2 ans chez les femmes qui n'ont pas d'antécédents, qui n'ont pas de facteurs de risque. Oui. Voilà. Ça me fait pas mal une mammographie, non, pour le rappeler aux gens qui regardent. Non, ça fait pas, oui. Ça fait pas pour mal. ne pas avoir peur justement pour aller le faire quand même. Est-ce qu'il y a une période peut-être du... Oui, bien sûr, juste après le cycle, donc une semaine après le cycle, c'est là où le sein est plus souple et donc moins sensible. C'est ça. Et quand on parlait justement du gros avantage du dépistage ou du diagnostic précoce, c'est aussi par rapport aux différents traitements, parce que quand on parle de cancer, il y a l'annonce, mais on disait tout à l'heure, c'est pas l'annonce du cancer, en fait, c'est tout ce qu'on va subir par la suite. C'est la mutilation, c'est la chimiothérapie et tout ça. Donc, si on arrive à éviter cette ablation de sein, les traitements lourds de chimiothérapie, ben on aura déjà gagné la partie. On sait très bien que c'est-à-dire on peut éviter les traitements adjuvants si on détecte la maladie à un stade précoce, par exemple. Les études qui ont été faites sur le dépistage organisé depuis plus de 50 ans ont montré, lorsqu'on le fait d'une façon régulière, au bout de 5 à 8 ans, on gagne une réduction de mortalité de 25 à 30%. C'est-à-dire on améliore la survie, hein, c'est ça le plus grand avantage, c'est ça. C'est l'objectif principal, c'est ça. Oui. Je disais, est-ce qu'on peut éviter, c'est une question plutôt pour vous, hein, est-ce qu'on peut éviter les traitements adjuvants lorsqu'on a un cancer très précoce? Il peut arriver, oui, il peut arriver que... C'est-à-dire se contenter de la chirurgie? Qu'il n'y ait pas une indication de traitement adjuvant. C'est comme disait Madame Wahab, c'est des profils, en fait. Comme il y a des profils de patientes, il y a aussi des profils de cancer du sein. Donc, c'est au cas par cas. Donc, il y a des facteurs pronostiques qu'il faut absolument rechercher. Et puis, l'indication du traitement adjuvant dépendra de ces facteurs pronostiques et puis de la précocité du diagnostic. Donc même sur le plan économique, bien sûr, il y a un impact. D'où l'intérêt les traitements, ils sont longs. Et les traitements sont coûteux. Ça coûte 5 fois plus, je pense, un traitement précocement détecté. Ça coûte 5 fois moins qu'un cancer, qu'un cancer détecté à un stade assez avancé. Avec un bénéfice meilleur lorsqu'on détecte. Et puis, pour la personne, je pense qu'avec le cancer du sein, on peut oser dire qu'un cancer du sein dépisté, diagnostiqué à un stade précoce, c'est un cancer du sein guéri. Bien sûr, une patiente qui a fait un cancer du sein, même si c'est à un stade précoce, opérée, et peut-être qu'elle a reçu un traitement adjuvant, elle continuera à être suivie à long terme, mais on arrive quand même à des pourcentages de guérison qui sont très 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 importants. Aujourd'hui, vous pensez donc qu'on a amélioré l'espérance de vie, la survie d'une manière en matière de survie globale, je pense qu'on est meilleur qu'il y a quelques années. Une tumeur de moins de 1 cm, c'est plus de 90% de survie à plus de 5 ans. Oui. Alors, il y a un autre point peut-être qui est important. On a parlé tout à l'heure justement de l'importance de s'organiser pour un dépistage de masse. Est-ce qu'on a aujourd'hui, alors on est en train d'appeler les gens justement à se faire dépister. Est-ce qu'on a proprement dit aujourd'hui les moyens de prendre en charge ces personnes, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des traitements. Est-ce qu'en termes de délai, les délais sont corrects, par exemple pour l'accès à la chirurgie et également pour les traitements? C'est quoi le délai moyen aujourd'hui pour faire une chirurgie du sein? Alors on détecte aujourd'hui par exemple qu'une personne a un cancer, ça se passe comment? La chirurgie c'est entre 1 mois et 2 mois. C'est correct. Et je trouve que c'est vraiment raisonnable. C'est vraiment raisonnable. Si on peut améliorer ça, tant mieux, mais sinon c'est bon. Même la chimiothérapie. On avait un problème de radiothérapie, il est moins important, il y a plus de centres, il y a plus de machines. Donc on demande, pour
le but, c'est de ne pas arriver à ces traitements-là. C'est ça, oui. C'est d'éviter d'aller à la radiothérapie. C'est d'éviter tout ça. Oui. Et on dit, on considère comme maladie chronique. Le cancer, une cellule jusqu'à 1 cm, ça prend 4 à 5 ans. Donc on a le temps de faire le diagnostic, de discuter le dossier de la patiente et de lui proposer un traitement adapté. Oui. Docteur Zaidi, sur la même question, est-ce qu'aujourd'hui on a meilleur accès, parce que quand même il y a quelques années on avait beaucoup de difficultés, on avait beaucoup de pénuries, est-ce qu'aujourd'hui on a meilleur accès au traitement adjuvant? Alors, le problème du traitement adjuvant, c'est pas tellement posé parce que finalement... On n'a pas de goulot, par exemple, le traitement adjuvant, c'est des molécules qui ont toujours existé, c'est pas des molécules innovantes et tout. La question se pose... Non, c'est pas des molécules innovantes, mais quand même, les gens attendaient longtemps pour avoir leur chimiothérapie, pour avoir encore moins la radiothérapie. Ça a toujours été un point noir dans le parcours du cancéreux. À part, on ne peut pas l'associer à la question. C'est un traitement adjuvant. Oui, on est d'accord. Je pense qu'on s'est amélioré en matière d'accès au traitement médicamenteux. C'est vrai qu'on a de plus en plus de patients, le nombre de patients augmente d'année en année, mais l'accès reste quand même acceptable. Il y a plus de centres déjà. Oui, et tout à fait, il y a plus de centres, il y a plus de médecins formés, donc l'accès, que ce soit pour les rendez-vous ou alors pour les molécules de traitement, je pense qui s'est amélioré, même si... Ça reste insuffisant quand même, vous ne pensez pas? Il y a beaucoup de gens quand même aujourd'hui qui relèvent quand même cette notion de rendez-vous. Si vous permettez, j'aimerais bien insister là-dessus. Il y a aussi le parcours qui n'est pas bien défini malheureusement. On n'a pas de couloir vert pour ces patients. Vous êtes d'accord avec moi quand même là-dessus? Oui. Il y a peut-être du travail à faire là-dessus. Il y a certainement du travail à faire. Il faudra que tout le monde y mette du sien parce que finalement, autour d'un cancer, il faut se réunir autour d'une table, discuter chaque cas et puis que le patient reste dans un j'allais dire un circuit. S'il doit passer en chirurgie, il sera directement orienté. S'il doit passer d'abord par le radiologue pour un complément d'imagerie, il ira directement, il sera directement orienté. Le problème pour pas mal de patients encore aujourd'hui, c'est qu'ils se perdent dans leur parcours parce qu'ils ne sont pas encadrés. Et ça c'est très pénalisant pour les chirurgiens que vous êtes. C'est le cas de la plupart des patients. Moi je dis la meilleure approche, c'est de se mettre autour du malade. C'est qu'il y ait des centres dédiés au sein. Ça serait la meilleure façon de faire. Où le malade il vient dans un centre, il trouve tous les médecins intervenants, toutes les spécialités autour de lui, et on le prend en charge dans des délais, dans de meilleures façons. Parce que des services comme ça éparpillés, le malade il prend son dossier, il fait ce parcours-là. Maintenant, l'approche elle a changé, même ailleurs. Ils se mettent autour, c'est-à-dire vis-à-vis des pathologies qui sont prévalentes, qui sont très fréquentes. C'est comme ça qu'ils font, c'est comme ça qu'ils règlent les problèmes. Oui. Alors, que représente aujourd'hui la chirurgie conservatrice de l'ensemble des chirurgies du sein, docteur Je vais laisser le professeur Benzigan répondre. Je pense que vous pouvez très bien répondre sur cette question. N'est-ce pas? Il n'aurait pas été là, j'aurais parlé. Oui. Alors, est-ce que les femmes, une autre question, alors est-ce que les femmes demandent une chirurgie conservatrice aujourd'hui ou pas? Peut-être qu'elles préfèrent la mastectomie pour en finir une fois pour toutes. Oui. Il y en a pas mal qui demandent la chirurgie conservatrice. Quand elle est possible, on va dans leur sens, mais quand ça leur porte préjudice, on explique pourquoi on ne fait pas de chirurgie. Tout à l'heure, le professeur Guindouz l'a bien expliqué. Donc, il y a différentes situations. Parfois, la tumeur est petite, mais le sein est aussi petit. Donc, on est obligé d'aller vers une chirurgie radicale. Mais si le sein le permet avec une petite tumeur, on peut toujours conserver le sein. Mais on écoute aussi le malade parce qu'en fait, c'est sans sein. Moi, je dis toujours, le sein, c'est devenu un organe familial parce qu'il y a même le mari qui rentre dans... qui dit, je ne veux pas, je veux... Il y a les enfants, quand on propose un traitement radical à une malade, elle dit je vais demander à mes enfants ou mon mari. Donc c'est toute la famille qui s'y met. Et si la malade refuse bien sûr la mastectomie, et quand c'est possible, on conserve le sein. Et il y a de plus en plus justement de demandes de chirurgie conservatrice. C'est bien. Oui. Ça représente combien en termes de chiffres? Ça représente 20% à peu près. C'est déjà bien, parce qu'il y a quelques années... C'est l'inverse. Ailleurs, chez le pays occidental... Non, mais je veux dire, par rapport à il y a quelques années de cela, c'était très peu. Ça représentait beaucoup moins.
Oui, chez nous, ça représente à peu près 20%. Et pour faire un traitement conservateur, il y a des conditions. Il faut d'abord que la tumeur soit unique. Ça, c'est le radiologue qui va nous le préciser avec ses radios. Il faut que le rapport entre la tumeur et le sein soit, c'est-à-dire, il faut qu'on réponde à la condition carcinologique, c'est-à-dire enlever le cancer dans sa totalité. Absolument. Et laisser la condition cosmétique, esthétique, laisser un sein qui ressemble à un sein. Et ne pas le... Donc il y a ces conditions-là. Si on peut répondre à ces conditions, en plus de la radiothérapie, elle est obligatoire lorsqu'on laisse. Lorsqu'on répond à toutes ces conditions, et la femme... Mais ça, c'est pénalisant, hein, étant donné que chez nous, c'est compliqué d'avoir accès à la radiothérapie. Donc finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pénalisés. Hein. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y a des femmes où les conditions sont réunies. Et elle te dit, moi j'ai peur. Elles ont la phobie du cancer. Donc elle te dit, voilà, ne me laisse pas le sein. Je préfère m'en débarrasser, voire enlever les deux seins. Oui. On a même comme... Est-ce qu'on parle aussi... Il y a même, de l'autre côté de la question, il y a même des patientes qui demandent à garder leur sein. Est-ce qu'il y a possibilité de recevoir un traitement médicamenteux pour ne pas retirer ne serait-ce qu'une petite parcelle? Mais est-ce qu'on peut faire... C'est dire que c'est l'importance de son image corporelle donc c'est pas un cancer. La femme est atteinte dans son intégrité physique. Tout à fait. Donc elle négocie même la possibilité de garder son organe. Mais est-ce que c'est faisable dans la mesure où on peut proposer par exemple une chimiothérapie avant la chirurgie? Est-ce qu'on le fait pour réduire peut-être la masse? Est-ce que c'est faisable ou pas chez nous? Oui, c'est une des... Oui. En fait, une chimiothérapie néoadjuvante, elle a des indications lorsque, comme m'a dit M. Benzidane, lorsque la tumeur est grande. Bon, il y a un profil immunohistochimique aussi qui pose l'indication d'un traitement néoadjuvant. Ça, c'est du chinois pour les gens qui regardent. Hein. Non, mais je veux dire, il y a des profils de la tumeur qui posent impérativement l'indication d'un traitement néoadjuvant. Mais sans ça, c'est la grosse tumeur, c'est la tumeur qui a atteint la peau, qui a atteint le muscle en profondeur, où une chirurgie carcinologique ne peut pas être faite si on n'arrive pas à réduire le volume de la maladie, en fait. La maladie, la tumeur et tout ce qui l'entoure. Il faut dire que la chirurgie est une bonne nouvelle, hein, quand on dit que c'est un cancer opérable. Tout à fait. Voilà, d'abord c'est inévitable, hein, dans le cancer du sein, c'est le traitement du cancer du sein, voilà. Et puis c'est limite une bonne nouvelle quand on dit c'est opérable. Oui, par exemple les formes métastatiques, on sait que le pronostic il ne dépend pas de la tumeur primitive, donc généralement on ne touche pas. Les tumeurs agressives, lorsqu'on voit une tumeur agressive, donc le traitement local, loco-régional, il passe en second plan. Donc tout ça, c'est important à discuter. Oui, absolument. Alors on est pratiquement à la fin de cette émission. L'immunothérapie, elle a sa place, hein, dans le cancer du sein. Oui. On va laisser... je voulais vous donner un peu la... D'accord. Voilà. Ah oui, voilà. Donc pour ce qui est des indications de l'immunothérapie dans le cancer du sein, ça c'est encore une fois en rapport avec le profil, les caractéristiques. On va le dire comme ça, les caractéristiques de la tumeur. Tous les cancers du sein ne se ressemblent pas et il y a des facteurs qu'on recherche avec des analyses approfondies qui nous permettent de poser l'indication de certains traitements, innovants, on va dire. Et au jour d'aujourd'hui, en Algérie, l'immunothérapie est réservée, en tout cas pour les situations métastatiques. Parce qu'il faut le rappeler, encore une fois, qu'un cancer localisé reste curable par les traitements locaux, à savoir la chirurgie et la radiothérapie, plus ou moins en fonction des cas, un traitement adjuvant, soit par chimiothérapie, soit par hormonothérapie. Ensuite, il n'y a pas que l'immunothérapie, il y a d'autres classes thérapeutiques qui sont entrées en Algérie, qui sont disponibles, mais ils sont plutôt indiqués en situation métastatique. Oui, merci beaucoup. On va terminer sur ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir éclairé nos téléspectateurs sur ce sujet. J'espère en tout cas qu'on a pu vous toucher, allez vous faire dépister, hein, parce que cela peut sauver votre vie justement. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir. Comme ça.